Sophie Lavaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne, docteur en neurosciences et autrice du livre Revenir à soi, comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes, paru chez Albin Michel. Alors pour vous, le rapport au téléphone, en fait, il alimente carrément une déshumanisation. Oui, parce que c'est une hypothèse intéressante, c'est que finalement le numérique s'est déployé comme un outil qui externalise notre mémoire, nos capteurs sensoriels. On fait plus confiance aux algorithmes numériques qu'à nos propres algorithmes, notre propre sensorialité. Donc on est déconnecté en fait de son vivant en soi. Ouais. Alors on est déconnecté de son vivant, mais ce vivant, ce sont les émotions finalement auxquelles on ne se connecte plus et qui sont plus fiables que le téléphone portable. Elles sont plus fiables, oui, parce que le téléphone portable nous amène dans une course contre la montre. Et donc, on est dans un stimulus-réponse permanent. On a des distracteurs tout le temps qui nous font aller plus vite. Et en fait, pour pouvoir être à l'écoute de nos besoins fondamentaux, nos besoins les plus essentiels, on doit ressentir en soi, sans être distrait, et vraiment comprendre ce que vient dire cette émotion. Et ce n'est pas du tout l'émotion qui amène de la dopamine très rapide. C'est un autre type d'émotion, quelque chose qui amène une boussole, en fait. Alors cette boussole intérieure, donc il s'agit de la retrouver. C'est difficile de lâcher son téléphone en se disant mais finalement les réponses je les ai. Oui, et c'est intéressant cette journée sans téléphone. J'en avais pas entendu parler en fait. Donc, mais c'est pour la prise de conscience. C'est-à-dire la première chose, c'est de prendre conscience et de ressentir un petit peu de culpabilité et de se dire tiens, en fait peut-être que là je pourrais faire autrement. On voit cette dame qui pose son téléphone avant d'aller dormir. Elle le met carrément en dehors de sa chambre. Peut-être qu'on peut créer des contextes où là, on peut faire sans. Un repas en famille, par exemple. Parfois, on a les parents avec le téléphone sur la table et les enfants qui essayent de parler, mais il y a une notification, le parent prend le téléphone. Qu'est-ce que ça dit de notre relation aux autres ? C'est-à-dire qu'il y a un tiers aujourd'hui dans la relation à l'autre. Exactement. Un tiers qui nous perturbe et qui nous empêche d'être dans la qualité de présence. Donc c'est un distracteur, comme vous l'appelez. Alors comment on passe du distracteur à l'addiction ? Du distracteur à l'addiction, en fait, le numérique d'ailleurs n'est pas mauvais en soi. C'est un superbe outil pour plein de choses. Mais justement, c'est quand on se fait embarquer comme dans une sorte de tunnel attentionnel où on est dans la course à la récompense en permanence. Les réseaux sociaux arrivent très bien à nourrir ça. Quand on scrolle en permanence, qu'on va à la recherche d'une information qui va nous amener un peu d'excitation, on voit bien comment on fait partager des vidéos les vidéos qui deviennent virales parce qu'elles sont justement, elles ont un contenu très sensationnel. Mais on ne réfléchit pas vraiment au contenu, au fond de ce qu'on est en train de véhiculer. On peut dire qu'il y a un asservissement du cerveau ? On se fait embarquer, exactement. Donc le cerveau est complètement asservi ? Complètement asservi, oui. Mais finalement, c'est comme le sucre, comme la cigarette, comme l'alcool. C'est tout un tas de choses qui sont en place dans notre environnement et dont on va se saisir pour pouvoir se calmer, s'apaiser. Et donc, ça fonctionne. Mais il y a quand même un délitement social très important qui est dû au téléphone portable. Et vous dites que ça crée un problème de santé publique parce que c'est de l'ordre du tabagisme ou de l'obésité ou encore d'autres maux. Oui, parce que ça nous coupe du lien authentique avec les autres. Ça nous coupe de notre capacité à réguler son système nerveux. En fait, quand on est stimulé en permanence, on se met dans un système de stress. Et le stress dégrade nos relations avec les autres. On est moins à l'écoute. On est moins attentif à des signaux qui pourraient nous faire changer d'avis. On arrive moins à s'adapter. Et on est focus et on peut traverser la vie, en fait. Et le numérique contribue à ça, dans un tunnel, sans se rendre compte qu'on est perdu. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent finalement, c'est normal, cette société toute numérique, toute technologique. Au 19e siècle, il y a eu l'apparition du train, ensuite de la voiture, du téléphone fixe. Et il y a eu toutes ces inventions qui ont marqué les époques. Aujourd'hui, c'est le numérique. Et on est dans la marche du monde. C'est ça. Et c'est pas tant le bouleversement technologique, moi, qui m'embête. C'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'on se déconnecte de notre humanité. Et en fait, oui, ça date pas du numérique. Ça date de bien avant. Et c'est la manière, je pense, et c'est une des choses que je défends dans ce livre, d'avoir considéré que l'intelligence, c'était une intelligence froide, cartésienne, et qu'on n'avait pas besoin des émotions. Et donc finalement, le numérique vient complètement s'engouffrer dans cette croyance. D'ailleurs, vous pointez tous les concours de grandes écoles qui Exactement. sont dans cette logique. Exactement, l'élitisme.
on fait arriver des personnes à des grands postes de direction sur des critères d'intelligence très froides. Et ensuite, on leur demande de prendre soin des personnes qui sont sous leur direction. Et je pense que c'est difficile. On ne va pas pouvoir résoudre cette question, sauf si on considère que les compétences socio-émotionnelles et les compétences logiques doivent être apprises ensemble, en même temps, depuis l'enfance, comme quelque chose de très intriqué. Et c'est ce dont je parle dans le livre, c'est que longtemps, on a séparé le cerveau logique et le cerveau émotionnel. En fait, non. C'est le même cerveau, tout est intriqué. Et maintenant, sur le plan neuroscientifique, on le sait, on a des imageries en neurosciences qui montrent que les émotions et le système logique fonctionnent ensemble. On ne peut pas penser et raisonner si on n'a pas d'émotions. Mais ça veut dire, les émotions, elles ont du mal quand même à lutter contre les enjeux économiques, hein, puisque vous écrivez que l'attention, enfin c'est pas vous qui l'avez dit en premier lieu, c'est Jean-Philippe Lachaud, hein, ce chercheur, qui a dit que l'attention était devenue de l'or invisible. Donc ça, les GAFA l'ont bien compris. Tout à fait. Ils jouent avec ça. Ils veulent absolument capter notre attention le plus possible. Ouais. Alors c'est de l'or de quelle manière ? C'est cette emprise sur le cerveau. Tout à fait. Il joue avec notre attention parce que l'attention, c'est comme un projecteur attentionnel qui va se diriger, comme une lumière qu'on va diriger sur quelque chose de notre environnement. Et quand on a un petit appareil lumineux ou un objet connecté qui vibre ou des données qui arrivent comme ça de part et d'autre, on est distrait et notre attention, elle passe d'un truc à l'autre et on n'arrive plus à focaliser sur ce qui est vraiment essentiel et important. En fait, on confond l'urgent et l'important. Le plaisir et le bonheur, vous le dites aussi. Exactement. La succession de plaisir n'est pas le bonheur. Alors comment fait-on que nous proposez-vous comme alternative pour retrouver sa boussole intérieure ? Il faut justement arriver à se dire qu'on doit aussi traverser des émotions qui ne sont pas toujours agréables pour pouvoir favoriser le lien, être ensemble. Finalement, c'est quand quelqu'un va pas bien qu'on peut tendre la main. C'est là où on ressent la véritable sensation d'apaisement de la présence de quelqu'un. Et en fait, on doit reprendre contact avec notre vie affective. Mais comment ? En étant à l'écoute, en prenant de l'espace, en prenant du temps. Et donc, quand je suis assis dans un train, au lieu de passer mon temps parce que je suis bloquée dans un train à faire défiler mon fil d'actualité, je peux regarder par la fenêtre, laisser mon fil de pensée aller, faire des associations, ressentir comment je me sens, revenir à soi, c'est revenir à sa sensorialité. Et revenir à ce vagabondage mental qui fait tellement de bien. Merci beaucoup Sophie Lavaux pour ce message. Comment revenir à soi, comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes et surtout comment revenir à soi. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.